Bonjour, aujourd'hui dans le cadre de notre séquence numéro 4 que j'avais intitulée Les couleurs de la littérature, nous allons travailler sur un texte poétique d'un auteur qui s'appelle Léopold Sédar Senghor. Alors c'est un poète qui est né en 1906 au Sénégal et qui est mort en France en 2001, donc c'est un poète du XXe siècle, d'accord ? Qui a la particularité notable d'être quand même le premier président de la République du Sénégal. Il a présidé de 1960 à 1980. Il est également le premier homme d'origine africaine, sénégalaise, à siéger à l'Académie française, ce qui n'est pas du tout anecdotique, et on va voir que c'est même extrêmement important dans la suite de notre séquence. Alors comme en littérature, on a plutôt tendance à classer, à catégoriser, on pourrait dire que Léopold Sédar Senghor fait partie du mouvement, alors qui est d'abord un mouvement culturel avant d'être un mouvement littéraire, le mouvement de la négritude. Alors c'est un mouvement qui est né à Paris dans les années 1930-1935 et qui est lié à l'anticolonialisme, c'est-à-dire à l'idée que l'on n'a plus, quand on est un peuple colonisé, à subir précisément les directives, les ordres, les coutumes et la façon de vivre d'autrui. C'est la revendication, ici dans le cadre de la négritude, d'une spécificité culturelle noire en l'occurrence. Ce mouvement de la négritude émerge autour évidemment de l'auteur Léopold Sédar Senghor, sur lequel nous nous apprêtons à travailler, mais aussi autour d'un auteur martiniquais qui s'appelle Aimé Césaire, dont on lira plusieurs textes au cours de la séquence, et justement le discours sur le colonialisme, qui date de 1950. Alors, pour revenir à Léopold Sédar Senghor, après ces quelques éléments de contexte, il publie en 1945, donc on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un recueil poétique intitulé « Chants » au pluriel. Chants, les chansons, hein, ce ne sont pas les terres cultivables, ce sont les chants, C-H-A-N-T-S, chants d'ombre. Alors, le fait que le premier mot du recueil soit le mot chant est absolument crucial parce que Léopold Sédar Senghor, par le biais de ce terme, se place déjà dans une tradition orale. Le chant, c'est ce que l'on écoute, c'est ce que l'on entend. Alors certes, nous avons un support textuel, puisque nous avons le poème sous les yeux, mais les poèmes qui appartiennent à ce recueil sont avant tout là pour être chantés, mis en musique, écoutés, entendus. En cela, notre auteur sénégalais se place dans une tradition qui est la tradition de l'oralité africaine. Vous savez, en Afrique de l'Ouest, et on voit ça beaucoup dans les représentations picturales notamment, on a cet homme qui est généralement le chef de village, une personne âgée, qui invite les habitants à le rejoindre et à s'asseoir, généralement à l'ombre d'un baobab, qui est un arbre sacré, et il raconte des légendes, des récits, des mythes sur l'Afrique. D'accord ? Donc en Afrique de l'Ouest, notamment, cette dimension orale, elle est extrêmement importante et notre auteur y fait référence par le biais du terme chant. Et le complément du nom d'ombre, chant d'ombre, est là encore extrêmement intéressant puisqu'il fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure concernant la négritude, mais aussi parce qu'il permet de revendiquer une culture et une poésie noire. Précisément, le poème que nous étudions s'intitule « Femme noire ». Donc, ce texte, je vais le lire. Normalement, vous l'avez sous les yeux, donc vous suivez. Et puis, on en rediscute juste après. Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton ombre. La douceur de tes mains bandait mes yeux, et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre, terre promise, du haut d'un haut col calciné, et ta beauté me foudroie en plein cœur comme l'éclair d'un aigle. Femme nue, femme obscure, fruits mûrs à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fait lyrique ma bouche,
savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du vent d'Est, tam-tam sculpté, tam-tam tendu, qui gronde sous les doigts du vainqueur, ta voix grave de contralto et le chant spirituel de l'aimé. Femme noire, femme obscure, huile que ne rit de nul souffle, huile calme au flanc de l'athlète, au flanc des princes du Mali, gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau. Délices des jeux de l'esprit, les reflets de l'or rouge sur ta peau qui se moire, à l'ombre de ta chevelure, s'éclaire mon angoisse au soleil prochain de tes yeux. Femme nue, femme noire, je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie. Léopold Sédar Senghor, Chant d'ombre, Femme noire, 1945. C'est un très beau texte. Et c'est un texte qu'on n'a pas l'habitude de voir, et je dis bien de voir, au sens où la mise en page ne coïncide pas avec des poèmes qu'on a déjà pu étudier auparavant. En effet, rappelez-vous, nous avons étudié des ballades, pensez par exemple à Eustache Deschamps, Rien ne se peut comparer à Paris, vous avez 3 à 5 strophes, avec la présence d'un refrain à la fin de chaque strophe. On a étudié également des sonnets, pensez à Joachim du Bellay, Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, 2 quatrains, 2 tercets, vers 8 ou 9, la volta du sonnet, vers 14, le pic ou la pointe du sonnet. En tout cas, on a vu jusqu'à présent des formes dites fixes. Or, le texte de Léopold Sédar Senghor semble échapper à toute fixité. En effet, on n'a pas les règles extrêmement précises de l'alternance des rimes masculines et féminines, on n'a pas les alexandrins qu'on avait l'habitude de voir jusqu'à présent. On est dans un poème beaucoup plus libre, dont la mise en page n'est pas la même que celle des poèmes que l'on a l'habitude de voir. Alors, même si ce texte n'est pas une ballade, on a quand même l'impression d'un semblant de ballade précisément, notamment par la répétition de ce qui s'apparenterait à un refrain, mais qui ne serait pas répété à la fin de chaque strophe, cette fois-ci plutôt au début. Vers 1, femme nue, femme noire. Vers 7, femme nue, femme obscure. Vers 12, femme noire, femme obscure. Vers 17, femme nue, femme noire. Même si on a quelques variations adjectivales, noir, obscur, etc., on a quand même cet effet très répétitif qui vient rythmer le texte. Et précisément, cela coïncide avec ce que je vous disais du titre du recueil de Léopold Sédar Senghor, Chant d'ombre. On est quasiment dans une chanson, d'où la présence de ces rythmes répétitifs et l'idée que on a un texte musical. D'ailleurs, la dimension musicale fera l'objet d'une analyse plus poussée de ma part, parce qu'elle est absolument cruciale dans ce texte-là. Alors, il est question de la présentation d'une femme dont on ne connaît pas l'identité, femme nue, femme noire, et de la célébration de sa beauté. Effectivement, cette femme, elle est extrêmement belle. Cela est mis en avant dans le poème à de nombreuses reprises, notamment au vers 6, « Et ta beauté me foudroie en plein cœur », avec l'utilisation de cette métaphore hyperbolique qui est là pour montrer que cette femme, véritablement, est inégalable en termes de beauté. Parallèlement à la beauté de la femme dont il est question, il est également question de la beauté du continent qui voit naître, grandir et évoluer cette femme, c'est-à-dire l'Afrique. On a différentes formules qui sont très ambiguës. Regardez par exemple le vers 5. « Je te découvre », on s'attend à « femme »,« je te découvre »,« femme », puisque le poète avait évoqué au vers précédent cette femme. Or, on a l'expression « terre promise »,« je te découvre, terre promise ». Donc sont mis sur le même plan la femme et la terre, avec une majuscule, on en reparlera tout à l'heure, cette majuscule renvoyant donc
quasiment de manière allégorique au continent africain. De la même manière, au vers 9, savane aux horizons purs, parle-t-on de la femme ou véritablement du paysage de la savane? Vous avez également le toponyme Mali qui apparaît au vers 13 et qui, de façon très nette, permet de donner à ce texte une géographie bornée qui est la géographie du continent africain. D'accord? Donc, on a à la fois la célébration d'une femme et en même temps la célébration du paysage, du pays, du continent dans lequel cette femme évolue. Donc on peut se demander si, oui ou non, le poète ne célèbre que la beauté féminine. Bon, vous avez bien compris que ce n'est pas le cas. Alors, puisqu'on est en commentaire composé, on va faire un plan très simple. Dans un premier axe, nous traiterons de la célébration de la beauté féminine. Et dans un deuxième point, nous verrons que c'est également, et peut-être surtout, la célébration de l'Afrique qui est montrée à travers ce poème de Léopold Sédar Senghor. Alors on y va. Grand 1, la célébration de la beauté féminine. Je vais faire une première sous-partie sur l'oralité et la musicalité d'un chant, pour reprendre le titre du recueil, l'oralité et la musicalité d'un chant élogieux. Élogieux, je vous rappelle que cet adjectif provient du nom éloge. Faire l'éloge de, c'est véritablement dire du bien de, complimenter, placer à un rang premier, tout ce qui fait partie, on l'a vu en début d'année, du registre encomiastique, c'est-à-dire ce qui est positif, mélioratif. Alors, premier point, ce poème se rapproche d'une ode, O-D-E. Qu'est-ce qu'une ode? C'est un poème qui trouve sa source dans l'Antiquité déjà. On avait parlé du poète Horace par rapport à la thématique du Carpe Diem, poète du 1er siècle. Eh bien, Horace, par exemple, écrit des odes. Donc ce poème, je disais, se rapproche d'une ode, c'est-à-dire d'un texte, d'un poème, dans lequel on fait l'éloge de quelqu'un et qui est destiné à être chanté. C'est ça une ode. Je fais bref parce que c'est plus complexe, mais grosso modo, retenez ceci. En effet, le vers 18 nous le prouve et nous montre ce rapprochement entre le texte de Léopold Sédar Senghor et une ode. On peut lire au vers 18 « Je chante ta beauté ». Donc on a à la fois la dimension élogieuse, avec le complément d'objet direct « ta beauté », et la dimension musicale, avec le verbe « je chante », qui est à comprendre ici au sens propre, au sens premier, je chante, je mets en musique, je rythme, et dans un sens plus second, qui est finalement je fais l'éloge de, d'accord? Donc on est véritablement dans un texte qui est semblable à une ode à la beauté féminine. De nombreuses références à la musique, par ailleurs, parsèment le poème, et je le disais au début de ma présentation, c'est tout à fait typique de l'Afrique, cette tradition orale et musicale. Alors, je vais analyser quelques références à la musicalité, pas toutes, puisque je ne veux pas faire une analyse exhaustive, mais au moins, vous verrez que ce texte est éminemment oral, musical, justifiant ainsi le titre du recueil « Chant d'ombre ». Alors, première référence, on peut prendre le vers 10. Tam-tam sculpté, tam-tam tendu. Alors, vous avez ici, en termes de rythme, 4 syllabes à gauche de la virgule, tam-tam sculpté, 1, 2, 3, 4, 4 syllabes à droite de la virgule, tam-tam tendu, 1, 2, 3, 4. En termes un petit peu plus techniques, vous avez là une parfaite isorhythmie. Iso, c'est un préfixe grec qui veut dire le même. Pensez aux mathématiques, au triangle isocèle, c'est 2 fois la même longueur. Isorhythmie, vous avez une isorhythmie 4-4 qui permet, cette isorhythmie précisément, de faire entendre le rythme du tam-tam dont il est question. C'est un rythme
continu, régulier, pair. Donc c'est une musicalité véritablement intéressante qui nous est proposée ici, d'autant plus que vous avez l'allitération de la dentale T, tam, tam, sculpté, tam, tam, tendu. Et cette allitération, qui permet finalement de lier tous les mots entre eux quasiment, fait entendre, dans ce qu'on appelle une harmonie imitative, le son des mains qui frappent l'instrument. Tam, tam. Harmonie imitative, c'est véritablement une allitération qui mime ce dont il est question. On en avait étudié une en tout début d'année dans le poème de Théophile de Viau, un corbeau devant moi croasse. Corbeau, croasse. On entendait avec cette double allitération en que et en re les croissements du corbeau dont il était question. Racine disait « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?» avec cette allitération en « se » qui rappelle le sifflement des serpents dont il est question dans le vers cité. Et bien là, c'est la même chose. Avec cette allitération des dentales en « te », on entend le tam, 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 les mains qui frappent l'instrument, la percussion. Par ailleurs, il est intéressant de travailler un petit peu sur la composition même du nom tam tam. C'est un nom qui est en réalité une agglutination de la même onomatopée tam. En réalité, une onomatopée, vous savez, c'est un mot qui est censé imiter un son. Et bien, quand on frappe sur cet instrument, on entend tam. Et bien, pour former le nom de cet instrument, on a utilisé précisément l'onomatopée qu'on a dédoublée et on les a soudées, ces deux onomatopées, ce qui donne tam tam. Donc le nom de l'instrument lui-même est déjà extrêmement musical puisqu'il est composé de deux sons, de deux bruits, de deux onomatopées agglutinés. Et par ailleurs, le tam-tam évidemment renvoie à l'imaginaire africain. On est dans l'instrument de musique typique de l'Afrique. Donc vous voyez que ici, ne serait-ce que dans ces 8 syllabes, tam, tam, sculpté, tam, tam, tendu, on est dans une musicalité des plus importantes. Alors toujours dans les références à la musique, à l'oralité, on peut aussi observer le vers 11, ta voix grave de contralto. Alors je suis loin d'être un spécialiste en musique, mais quand même, quand je ne connais pas, je cherche. Et le contralto, c'est quoi? Eh bien, c'est la voix de femme, c'est une voix féminine, mais qui est la plus grave. C'est quasiment une voix masculine. Alors, dans ce cas-là, on a une redondance, puisque grave et contralto veulent quasiment dire la même chose. C'est l'idée d'une voix qui serait dans des fréquences extrêmement graves. Alors pourquoi insister autant? Ta voix grave de contralto, et en fait avec le complément du nom de contralto, dire exactement la même chose. Eh bien, cela permet de montrer que cette voix, elle est absolument unique. Elle a une particularité du fait de sa fréquence extrêmement grave, et on insiste sur cette particularité, d'accord? Cela montre la spécificité de la femme qui possède cette voix grave de contralto. Et là, évidemment, on est encore dans une référence musicale. Alors, toutes ces références à la musique placent le poème dans une forme de chant, de récit qui aurait été mis en musique. Et on peut dire, puisque Léopold Sédar Senghor est sénégalais, que le poète, ici, se place en véritable griot, G-R-I-O-T. Alors, qu'est-ce qu'un griot? Eh bien, c'est un poète-musicien de la tradition orale en Afrique de l'Ouest qui déclame des récits mythiques, mystiques parfois, et merveilleux, célébrant l'Afrique. D'accord? C'est ce que je vous disais au début de ma présentation, ce sont les chefs de village qui ont le savoir et qui oralement vont le transmettre en chantant, en déclamant. Donc le poète se place ici en véritable griot. Il est celui qui a la connaissance sur la beauté de la femme africaine et qui, par le biais de la chanson, va transmettre cette connaissance. Alors cette dimension orale et musicale, elle n'est pas là pour rien, et c'est justement notre deuxième sous-partie qui va le montrer. Elle est là pour mettre en valeur, mettre en avant la célébration de la femme, qui prend les dimensions de l'univers, une célébration, deuxième sous-partie,
aux dimensions de l'univers. Alors, premier point, il faut noter que dans ce poème, on célèbre la femme en général, ça n'est pas une femme en particulier. Qu'est-ce qui le prouve? Eh bien, le tout premier vers. Relisons le premier vers. Femme nue, femme noire. Grammaticalement, on pourrait dire qu'il manque quelque chose. Est-ce que vous arrivez à deviner ce qu'il manque? Je vous laisse 3 secondes. Il manque le déterminant, très bien. Effectivement, ce n'est pas une femme, ce n'est pas cette femme, ce n'est pas ma femme, c'est juste femme. Et cette détermination zéro, c'est-à-dire l'absence totale de déterminant, d'article, devant le groupe nominal femme nue, devant le groupe nominal femme noire, permet finalement d'insister sur l'idée que l'on parle de la femme africaine en général. Et d'ailleurs, cette femme africaine, qui est donc la représentation imagée de toutes les femmes africaines, puisqu'il n'y en a pas une qui est visée, qui est pointée en particulier, eh bien le poète se permet de la tutoyer. Donc le poète tutoie une idée, il tutoie l'idée de la femme africaine en général. Regardez au vers 2, vêtue de ta couleur. On a ce déterminant possessif, ta. Donc le poète se sent finalement dans un rapport de proximité avec la femme africaine en général. C'est le type de femme qu'il connaît, donc il se permet de la tutoyer. Alors ce qui est intéressant, c'est que la femme africaine en général, donc, est mise en parallèle par le poète avec le cycle de la vie, de la naissance jusqu'à la mort, par un réseau métaphorique. Je m'explique. Au vers 3, on peut lire « La douceur de tes mains bandait mes yeux ». Ici, métaphoriquement, on est dans le stade de l'enfance, de la petite enfance. L'idée d'avoir les yeux bandés, finalement, c'est l'idée de ne pas avoir les capacités pour comprendre ce qui nous entoure, le monde dans lequel on évolue, ne pas pouvoir saisir et appréhender l'univers. Ensuite, au vers 4, vous avez le complément circonstanciel « au cœur de l'été et de midi ». Ici, vous avez l'été qui est la saison chaude et midi qui est le milieu de la journée, l'heure finalement où le soleil tape le plus fort. Vous avez donc au cœur de l'été et de midi cette idée du soleil ardent, de la chaleur, de la brûlure, de la vigueur. On est donc dans le stade de l'adolescence. Midi, c'est la moitié. Hein. On est vraiment dans le stade où on est entre l'enfance et l'âge adulte. Justement, l'âge adulte, vers 8, fruits mûrs. Alors avec cette épithète mûr, on est dans la maturité, c'est-à-dire l'âge adulte. Cette fois-ci, on comprend le monde. Vers 13, vous avez au présent de l'indicatif le verbe ride. Évidemment, c'est très net, c'est une référence à la vieillesse, à la sénescence. Et enfin, au vers 19, vous avez le groupe verbal « te réduis en cendres ». Réduire en cendres renvoie à la fin de l'existence, à la fin de la corporalité, le corps n'est plus, on est donc dans la mort. Et vous voyez que le poète a dressé un parcours par des métaphores, bander mes yeux, au cœur de l'été, le fruit mûr, ride et la réduction en cendres. Un parcours qui va de la naissance et qui serpente jusqu'à la mort. Plus on avance dans le poème, plus on grandit, et vers le milieu du poème, on commence à décroître jusqu'à cette mort. Eh bien, la femme, à chaque fois, est associée à ces différentes images, à ces différentes métaphores. Ceci est une preuve de son caractère éminemment universel. C'est pour ça que j'avais intitulé le titre de la deuxième sous-partie « Une célébration aux dimensions de l'univers ». La femme africaine, la femme noire, finalement, est l'écho de la vie dans son ensemble. Enfin, on traitera une dernière sous-partie sur le morcellement érotique du corps. Pourquoi je dis érotique? Eh bien parce que le vers 1 nous l'explique, femme nue, on est dans la nudité. Cet adjectif qualificatif nu permet de mettre l'accent sur la nudité de la femme, c'est-à-dire sur son caractère non artificiel,
sur son caractère absolument pur et naturel. Elle n'est parée, elle n'est vêtue de rien, si ce n'est de sa peau. Et justement, précisément, regardons le vers 2. Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie. Femme nue, vêtue. On a ici une antithèse, puisque finalement, la femme n'a aucun vêtement si ce n'est sa peau, son propre corps. C'est-à-dire que la coloration noire de la peau est le vêtement dont la femme peut se parer. Sa peau est suffisante pour être un vêtement. C'est-à-dire que véritablement, la femme nue ne se pare que de son propre corps. On insiste donc 2 fois plus, avec cette antithèse nue et vêtue, mais vêtue de ta nudité en fait, sur cette nudité, et donc sur le caractère absolument pur du corps féminin. Alors précisément, cette nudité donne lieu à une certaine sensualité. Regardons ce vers 1, femme nue, femme noire, avec le parallélisme de construction des groupes nominaux, femme nue, femme noire, qui met sur le même plan la nudité et la noirceur. Et justement, ces 2 adjectifs nu et noir font d'autant plus sens ensemble qu'ils sont liés par l'allitération en ne, femme nue, femme noire, ce qui rapproche ces 2 mots véritablement et leur donne sens ensemble. Je disais le morcellement érotique du corps. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ne voit pas la femme en entier, on la voit morceau par morceau au fur et à mesure que l'on avance dans la lecture du poème. Nous pouvons citer tes mains au vers 3, bouche qui apparaît à 2 reprises au vers 8, ta peau, c'est véritablement ce groupe nominal qui est répété donc 2 fois vers 14 et vers 15, mais aussi ta chevelure, vers 16. Donc on assiste finalement à une peinture incomplète de la femme, touche par touche. Véritablement, le poète crée et dessine le corps de la femme au fur et à mesure du poème. Et précisément, on peut s'arrêter sur le vers 8, sur le dernier segment du vers 8, où il est question de la bouche. Je le relis, ce segment. Bouche qui fait lyrique ma bouche. Alors, 2 fois le nom bouche, au début et à la fin, mais cette bouche n'appartient pas à la même personne. Le premier nom bouche est là pour la femme, c'est la bouche de la femme, et le deuxième nom bouche renvoie à celle du poète, bouche qui fait lyrique ma bouche. Il faut comprendre par ta bouche est tellement exceptionnelle et tellement belle qu'elle fait lyrique la mienne, c'est-à-dire qu'elle permet à la mienne de chanter ta beauté. Comprenez? Donc, le fait que le segment commence par bouche et se termine par bouche, finalement dans une sorte d'embrassement, renvoie métaphoriquement aussi à quelque chose de corporel, qui est le baiser. La bouche de la femme au début, la bouche du poète à la fin. Finalement, les 2 sont liés. La beauté du corps passe par cette sensualité de la nudité, mais aussi par une certaine sensorialité, c'est-à-dire que les sens sont en éveil lorsque le poète décrit cette femme nue. On peut lire au vers 3 « La douceur de tes mains ». On est dans la dimension tactile, on pense à des caresses. On peut lire au vers 8 « Fruits mûrs ». Alors ici, on a à la fois la dimension gustative, évidemment le fruit c'est ce que l'on mange, ce que l'on dévore, et la dimension olfactive. Le fruit a une senteur, vous savez, ces fruits exotiques ont des senteurs, donc on a le goût et l'odorat. Au vers 5, « Je te découvre ». Ici, on est dans la dimension visuelle avec un état contemplatif, « Je te découvre ». Tu es là devant moi et je te vois. Et au vers 11, on a la dimension auditive, c'est l'ouïe, avec ta voix grave de contralto dont on avait déjà parlé. En fait, ce qu'on a ici, c'est que ce sont les 5 sens qui sont réunis autour de la femme célébrée pour lui donner corps et aussi
pour la porter à une certaine forme d'universalité. Parce que les 5 sens, c'est quelque chose de commun à tous. Bon, il y a des exceptions évidemment, mais ce que j'entends par là, c'est que c'est quelque chose qui est commun à l'humanité. Donc ça permet de montrer la femme dans sa corporalité et dans sa sensualité, mais aussi de la porter à des dimensions universelles. Et donc, évidemment, puisque la femme est célébrée de telle façon dans le poème, c'est aussi, par ricochet, la célébration de son territoire qui est montrée, et ce sera donc notre grand 2, la célébration de l'Afrique. Peut-être que ce poème est d'ailleurs plus une célébration de l'Afrique et de ses codes et de ses coutumes et de sa propre beauté qu'une célébration de la femme. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, dans une première sous-partie, on va montrer qu'on a ce que j'ai appelé une stéréotypie inversée. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, vous savez, en Occident, les stéréotypes de la beauté féminine, d'ailleurs dans de nombreux textes, dans de nombreuses représentations iconographiques, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une femme blanche, maigre, aux cheveux blonds, etc. Eh bien là, Léopold Sédar Senghor utilise cette représentation en l'inversant et en montrant que finalement la beauté réside non pas dans la blancheur, etc., mais dans la noirceur. D'accord? Dans les textes occidentaux, quand vous utilisez les adjectifs obscurs, sombres, noirs, généralement naissent de là des représentations absolument péjoratives. Alors que pour Léopold Sédar Senghor, ces adjectifs font naître la beauté à l'état pur. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on peut commencer par dire que le champ lexical de la noirceur est omniprésent dans le poème. Femme noire, évidemment, au vers 1. Vous avez obscur, qui est la variation à l'adjectif noir, qui revient en épiphore, au vers 7 et au vers 12. Qu'est-ce que c'est qu'une épiphore? Eh bien, c'est le contraire d'une anaphore. Vous connaissez parfaitement l'anaphore, c'est-à-dire la répétition en début de vers d'un mot ou d'un groupe de mots. Eh bien, l'épiphore, c'est l'inverse. C'est la répétition en fin de vers d'un mot ou d'un groupe de mots. Vers 1, femme noire. Vers 7, femme obscure. Vers 12, femme obscure. Vers 17, femme noire. Noir, obscur, obscur, noir. On a finalement un chiasme, mais un chiasme de synonymes. Donc on a le croisement entre la noirceur et l'obscurité et la noirceur, mais qui renvoie finalement à la même idée de quelque chose de très sombre. Vous avez l'adjectif calciné qui apparaît, alors à quel vers? Au vers 5. Calciné, c'est quoi? C'est quelque chose de bruni par la chaleur, voire quasiment brûlé, hein. Vous avez le fruit mûr, encore une fois, hein, la maturité du fruit. Vous savez, quand vous laissez des fruits trop longtemps à l'air libre, ils deviennent trop mûrs, eh bien, ils deviennent quasiment noirs. Vous avez les sombres extases, au vers 8, pardon, les sombres extases du vin noir, sombre, noir. Vous avez un jeu de mots au vers 15, ta peau qui se moire. Pourquoi un jeu de mots? Parce que le verbe se moire est un paronyme de notre adjectif noir. Des paronymes, vous savez, ce sont des mots très proches par les sonorités, mais différents par le sens. Cousin, coussin, poisson, poison, chameau, chapeau, et que sais-je encore. Bon, et bien là, c'est la même chose, hein. Et je m'arrête un petit peu sur ce vers 15. Les reflets de l'or rouge sur ta peau qui se moire. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste des couleurs et de la physique, mais quand même, des reflets rouges sur une peau noire, est-ce véritablement possible? Je n'en suis pas certain, mais qu'est-ce que ça montre une fois de plus? Eh bien que la couleur noire, finalement, est capable, par son côté obscur, de créer des choses inattendues et finalement est capable de refléter, de renvoyer la lumière. C'est une peau qui étincelle, donc là encore, registre encomiastique. Et puis vous avez le mot ombre, et enfin même le mot cendre au vers 18, dernier vers du poème.
19, pardon, te réduisent en cendres pour nourrir les racines de la vie. Donc tous ces termes appartenant au champ lexical de la noirceur sont omniprésents et finalement sont toujours associés à l'idée de quelque chose de beau et d'esthétique. On peut s'arrêter un petit peu plus longtemps sur le vers 14, deuxième moitié du vers 14. Les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau. Magnifique! Les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau. Essayons de décrypter, de déchiffrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous avez une peau extrêmement sombre, extrêmement noire. Vous mettez devant des perles qui sont généralement blanches. Eh bien, vous avez l'impression d'un ciel étoilé. Quand vous regardez le ciel la nuit, avec ces petits points blancs qui scintillent, eh bien, c'est cette impression-là. Mettre des perles devant la peau de la femme noire, c'est avoir sous les yeux un ciel étoilé. C'est avoir sous les yeux l'univers, en réalité, là encore. Donc, qu'est-ce qu'on peut noter à propos de ce vers? Eh bien, qu'il y a une forme de transfiguration. La peau de la femme devient la voûte céleste, devient le cosmos, devient l'univers. Les perles deviennent des étoiles devant elle. Elle est capable de transfigurer les éléments. Et puis vous avez là encore une forme de croisement, de chiasme dans les dimensions. Je m'explique. Perle, on est dans l'ordre de l'infiniment petit, du petit. Et peau, c'est également quelque chose de tangible, de concret, de petit. Au début et à la fin. Au milieu, vous avez étoile et nuit. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus absolu. Les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau. Microcosme, macrocosme, macrocosme, microcosme. Perles, étoile, nuit, peau. Petit, grand, grand, petit. La femme est capable, la femme africaine, par la coloration même de sa peau, est capable de mêler, d'entremêler des dimensions tout à fait opposées, à savoir qu'elle est capable, finalement, de faire en sorte que l'univers se centralise autour d'elle. Et donc, surtout, autour de l'Afrique, j'y viens. Pourquoi? Eh bien, parce que cette femme est d'abord un paysage, et c'est notre deuxième sous-partie, une femme paysage. Mettez un trait d'union, une femme, trait d'union, paysage. On a tout un ensemble de tournures absolument ambiguës dans ce poème, à commencer par celle du vers 3. J'ai grandi à ton ombre. Très étonnant. Est-ce que vous grandissez à l'ombre de quelqu'un? Non. Par contre, on peut grandir, on peut évoluer à l'ombre d'un arbre, éventuellement. Et donc, le fait d'utiliser cette formule « j'ai grandi à ton ombre » permet de mêler de manière subtile la femme africaine et l'arbre. Alors ici, de manière implicite, cet arbre dont je vous parlais, je crois, tout au début de la présentation, qu'est le baobab, cet arbre africain sous l'ombre duquel on s'assied pour écouter les récits mythiques qui célèbrent l'Afrique. D'accord ? Donc première tournure ambiguë, j'ai grandi à ton ombre. On peut penser à Marcel Proust, qui au XXe siècle a écrit « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », mais bon, à part ça, on est dans un cas absolument exceptionnel, d'accord? Vers 5, je te découvre. Je te découvre qui? Femme noire? Non, je te découvre terre promise. Là encore, extrêmement étrange, sont mis sur le même plan la femme et la terre promise, à savoir périphrastiquement l'Afrique, d'accord? Et la majuscule terre promise donne une dimension allégorique à cette femme qui se meut en paysage, qui se transforme en paysage, en pays, en territoire, voire en continent. Par ailleurs, bon, on ne peut pas passer à côté de cette expression « terre promise », c'est une expression éminemment biblique, religieuse. Vous pensez dans la Bible à la référence à la terre des Hébreux lorsqu'ils vont quitter l'Égypte, c'est la terre promise. Égypte, pays africain par ailleurs. Donc cela donne une certaine majesté au paysage africain, puisque la femme est tellement belle et que cette femme devient la terre promise. Cette terre est magnifique. Par raccourci, par ricochet. Vers 9,
savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses du vent. Est-ce qu'on parle vraiment d'un paysage ou est-ce qu'on parle de la femme? Là, encore une fois, ce n'est pas net. La savane, vous savez, c'est cette terre très aride. Ce serait donc la métaphore d'une peau sèche, d'une peau hâlée, H-A, accent circonflexe, L et E, d'une peau hâlée par le soleil. Mais en même temps, le doute est permis parce qu'on a le substantif caresse, le vent caresse cette savane, et caresser, c'est une action éminemment humaine. On est là dans une personnification. Donc, est-ce qu'on parle du territoire, du pays, des paysages? Est-ce qu'on parle de la femme ou est-ce qu'on parle des deux en même temps? Eh bien, ce n'est pas net. Et justement, c'est cette imprécision-là qui permet de laisser la place à l'idée que, finalement, l'Afrique importe tout autant que la femme africaine. Donc, on est là avec cette savane, avec ses fruits mûrs, ses tam-tams, ses gazelles, vers 14, les gazelles, dans les paysages de la stéréotypie africaine, c'est-à-dire qu'on est dans cet imaginaire africain. On n'aurait pas idée de dire que la savane, c'est la France, vous voyez. Quand on pense à la savane, automatiquement, quasiment, on pense à l'Afrique. Donc on est dans ces paysages de l'imaginaire africain, d'accord, et Léopold Sédar Senghor va mêler la femme au pays, au paysage, de façon à ce que les deux ne forment qu'un, de façon à ce que les deux s'interpénètrent, c'est-à-dire que l'un est l'autre, l'autre est l'un, la femme c'est l'Afrique et l'Afrique c'est la femme. Donc on est dans une relation finalement qui n'est pas unilatérale. Les deux sont liés, reliés même, par l'idée que finalement tout est beau. On est dans une forme de beauté incommensurable, une beauté vraiment incroyable, qui est à la fois la beauté de la femme et la beauté de l'Afrique, puisque cette femme, c'est l'Afrique. C'est pour ça que j'avais intitulé le grand B, une femme, trait d'union, paysage. Ce trait d'union porte bien son nom, c'est un trait d'union, c'est-à-dire qui unit l'un et l'autre. Allez, j'arrête là parce que je vois que ça fait quasiment 3/4 d'heure que je suis en train de soliloquer et que vous allez devoir, devant vos écrans, supporter mon analyse qui peut être un petit peu moins vivante puisque je ne suis pas devant vous. Alors voilà, le travail que j'attends de vous, c'est que vous preniez en note le cours, l'analyse du poème de Léopold Sédar Senghor, que vous relisiez cela de façon extrêmement attentive afin que vendredi, nous puissions reprendre en étant véritablement prêts à affronter la suite des événements. Notamment, nous allons comparer ce poème de Léopold Sédar Senghor avec un tableau de Paul Gauguin, je ne vous en dis pas plus, où vous verrez que les liens sont extrêmement importants et intéressants. Donc voilà pour la première analyse de texte de notre séquence numéro 4 sur les couleurs de la littérature. On parlera d'Aimé Césaire avec le discours sur le colonialisme. On étudiera même des textes plus politiques, l'abolition de l'esclavage notamment. Des textes plus polémiques aussi, je ne vous en dis pas plus, mais vous verrez que normalement cette séquence pourra ouvrir vos horizons culturels. Voilà. Je vous remercie, bonne soirée et travaillez bien.